Bonjour à tous, bienvenue à vous tous en ce mardi, les 13 heures. Je suis Marilyn Genevrier, bienvenue dans Jour J. Jour J, vous le savez, c'est 30 minutes en live LinkedIn pour échanger sur des sujets qui interrogent le secteur de l'événementiel, pour partager des bonnes pratiques aussi, trouver des solutions aux nouveaux enjeux que chaque événement a à relever. Alors chaque épisode, c'est l'occasion de questionner un invité et de profiter de son éclairage. Aujourd'hui, pour démarrer cette deuxième saison de Jour J, nous allons nous parler d'accessibilité avec un spécialiste du sujet en France, conseiller des collectivités et des plus grands organisateurs d'événements, c'est Rui Pereira. Salut Rui, bienvenue dans ce nouvel épisode interactif de Jour J. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, nous accorder un petit moment sur cette pause méridienne. Bonjour Marilyn, bah ouais ça va. Je suis enchanté d'être là. Alors, j'espère que tu as mobilisé ton réseau parce que on compte évidemment sur tout le monde pour réagir à ce qu'on va se dire, pour participer, poser des questions aussi, poser des situations, témoigner. Cette émission, je fais une petite parenthèse, est réalisée en live LinkedIn, mais elle sera proposée ensuite en podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez bien et en replay sur LinkedIn, bien sûr, sur YouTube également, on vous mettra le lien. Vous pouvez donc visionner les précédents épisodes de Jour J quand ça vous arrange. Jour J, c'est un programme qui est coproduit par l'agence digitale Bison. Je salue, big up à Thomas et à Anouk. Et l'agence de journalisme Eltonic Circus que je représente. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, bien sûr. Ça fait monter les audiences. Et puis surtout, ça nous fait chaud au cœur. Ce live est basé sur l'interactivité avec notre intervenant. Posez-lui toutes les questions que vous voulez en commentant le live LinkedIn. Nous vous lisons, je vous lis et nous consultons vos remarques en simultané. On sera un plaisir de les commenter, bien sûr, avec Rui. Alors, on va parler d'accessibilité avec toi, Rui. Tu es conseiller en accessibilité déjà pour l'événementiel, installé à Lyon, à Tours, un peu partout en France en fait, je peux le dire. Et tu es aussi directeur, fondateur d'une agence qui s'appelle Inclusive Events, dans laquelle, on va en parler, avec laquelle en tout cas tu produis et tu proposes du matériel pour l'accessibilité, en particulier sur des personnes pour des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, Rui, et nous donner quelques références de ton travail? Alors, moi je suis consultant, je suis directeur de la société Inclusive Events, société de l'économie sociale et solidaire. Et autant je suis consultant sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans l'événementiel, pour accompagner les organisateurs d'événements. Mais également, j'ai créé un dispositif qui s'appelle le cheminement Co-Mobility pour permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite sur les terrains accidentés et de manière temporaire. Ouais, on en parlera en détail, on vous le montrera dans un instant, le CAU mobilité, cheminement, Voilà. accessibilité Universelle. universelle. Hein, c'est ça. On en Universelle. parlera dans un petit instant. Ouais. Tu conseilles quand même quelques-uns des plus gros événements, je disais aujourd'hui. Tu les conseilles pour qu'ils améliorent leur accessibilité. Bonjour Christelle également qui nous suit et qui nous dit bonjour de Québec. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu conseilles quelques-uns des grands événements en France pour l'instant, Oui. peut-être au Québec bientôt. Je sais, je suis en lien avec le Québec aussi. Ouais. J'ai accompagné, j'accompagne toujours, Jazz à Vienne, la ville de Villeurbanne pour la capitale française de la culture l'année dernière, oui. La fête des Lumas au niveau national, la fête des Lumières en France au niveau de la région. Fête des Lumières qui a lieu je travaille en ce moment, quoi. En ce moment, ouais. on accompagne aussi les animeurs de rêve pour la projection sur la basilique du Fourvière à Lyon, pour la rendre accessible. Et au niveau national, le Hellfest, We Love Green, la fête des Lumas, le Rose Festival à Toulouse. Et là, j'ai accompagné aussi une structure qui s'appelle Kenéo pour les fan zones pour les JO à Paris.
L'année prochaine? Ah, très bien. Ouais. Très bien, tu travailles dessus et sur les fan zones. C'est des belles références. Le Hellfest, notamment, un des plus gros événements, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le plus grand rassemblement rock metal français, le Hellfest, je pense qu'on peut le dire, même si je n'y suis jamais allée. On voit quelques photos là, justement de ce CAU Mobilité. Cet outil d'accessibilité que tu proposes, tu l'as proposé sur le camping du Hellfest, hein. Mais le camping, c'est pas rien. Il y a 93 000 personnes qui passent sur ce festival chaque année. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques détails et nous expliquer ce que c'est que ce CAU Mobilité? Oui. Donc, bon, je l'appelle le comobility parce que c'est un petit jeu de mots pour la comobilité, la mobilité ensemble. Voilà. Et donc, ce sont des plaques qui s'accrochent les unes aux autres et qui créent un cheminement qui permet en fait les déplacements des personnes en fauteuil roulant, mais également les personnes avec des poussettes, les personnes avec des chariots, etc. Et les personnes aveugles et malvoyantes avec les rainures qui sont au milieu de couleurs contrastées pour les personnes malvoyantes. Et ça permet de faciliter leur déplacement sur le terrain accidenté. Ouais. Et tiens, je vais demander à Thomas qui réalise cette émission pour l'agence Bison de nous envoyer peut-être la vidéo, le film que vous avez fait pour présenter ce matériel dans lequel on voit déjà tester le matériel et puis ça permet de voir aussi ce que ça remplace comme type d'outil. Voilà, là on voit un peu la poussette justement qui facilite le déplacement. Ça date de quand le comobilité? Comment t'es venue l'idée de développer toi-même cet outil? Enfin, toi-même, c'est un partenariat, hein. Oui, alors en fait, c'est lié au FESDIF, qui est le Festival de la différence de la diversité que j'avais créé en 2011 à Villeurbanne. Et dans ce contexte-là, on voulait le rendre accessible vu que c'était dans un parc. Et pour tout dire, en fait, j'ai eu cette idée, un flash à 3 heures du matin pendant les vacances, voilà. Et en me disant que ça existait, un dispositif de ce type-là, et je me suis aperçu qu'en fait non, et donc c'est quelque chose que j'ai breveté. Et la particularité du dispositif, c'est que vraiment, il est très stable et suffisamment souple pour épouser les sols, en fait. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai amené l'idée. Alors, je travaille toujours avec les personnes concernées. Donc voilà, j'ai un gros réseau de personnes concernées, que ce soit les personnes aveugles, malvoyantes, personnes en fauteuil et en situation de handicap, de manière générale. Et dès le départ, je leur ai demandé est-ce que c'est une bonne idée. Donc ils m'ont confirmé que oui. On a fait plusieurs prototypes, notamment en coordination avec le Fab Lab Biofactory à Villeurbanne. Et on a fait plusieurs prototypes que les personnes concernées testaient jusqu'à aboutir donc une version. Là, on voit le matériel qui n'est pas le comobilité, hein. C'est le matériel qu'on utilise souvent en événementiel pour faciliter les déplacements quand même, hein. Disons qu'il n'y a pas vraiment de matériel très adapté pour l'événementiel. Donc, on utilise par défaut d'autres dispositifs, souvent des plaques de roulage, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. Et voilà, parce que les organisateurs peinent à trouver des dispositifs vraiment adaptés. Et donc là, l'idée, c'est vraiment travailler sur quelque chose de très adapté, sur les conseils des personnes concernées, et que ce soit donc les terrains qui soient accessibles dans les événements. Et donc, j'ai commencé à commercialiser en janvier 2022. Voilà, c'est chouette. Quelles sont les réactions, les avantages que trouvent les personnes en situation de handicap? C'est la question que nous pose Christelle sur le chat. Et puis surtout, est-ce que déjà c'est disponible au Canada ou pas? Alors, au Canada, c'est pas encore disponible. Je suis en lien avec une structure, voir un peu comment on va faire. À mon avis, ce sera plutôt pour 2025. Mais voilà, je suis en lien en effet avec des structures là-bas. Alors, les avantages, c'est vraiment que les personnes aveugles et malvoyantes peuvent se guider avec ce dispositif. Il y a aussi les côtés qui sont biseautés, donc qui permet un accès facilité au niveau du… là, on le voit, en fait, c'est biseauté. Donc, c'est très simple à rentrer sur le dispositif, contrairement à des plaques
qui sont voilà, qui ont une épaisseur de 2 cm, etc. Donc, les personnes n'ont pas besoin, par exemple, de soulever les 2 roues à l'avant. Oui, les 2 roues. Donc, ça, c'est très apprécié. Et l'avantage aussi, c'est que au niveau plus technique, on va dire, sont des plaques à 50 cm. Donc, en fait, à 50 cm près, je peux m'adapter à l'environnement comment dire, de l'emplacement sur le site, qui remplace par exemple des tapis qui sont plus sur 10 mètres, etc. Et ça s'installe, désinstalle facilement, quoi, comme on voyait tout à l'heure. Ouais. Quels sont au-delà du cheminement, parce que là, c'est une partie en fait de l'inclusion sur les événements, le cheminement des personnes. Au-delà du cheminement, qu'est-ce qu'il y a comme levier d'inclusion, d'accessibilité à développer quand on est un organisateur d'événements, quand on réfléchit à organiser des événements? Et je pense que ça peut être utile aussi pour le reste de la société, en fait, hein, pour améliorer l'accès de tous à des bâtiments publics, pour améliorer l'accès de tous à des événements en intérieur. On a besoin aussi de faire ce point-là. Quels sont les leviers de Bien sûr, alors ça, c'est quelque chose dont tu parlais, que j'insiste énormément, c'est qu'il faut sortir de ce paradigme, de cette pensée de se dire que c'est que pour les personnes en situation de handicap. Ça va bien au-delà. Non seulement on peut être en situation de handicap, hein, notamment en mobilité réduite, de toute manière temporaire, mais également, voilà, ça peut, par exemple, pour le cheminement, servir aux personnes avec des poussettes, avec des chariots, etc., des personnes âgées. Ça peut guider aussi les personnes avec un handicap mental qui peinent à se déplacer, à se guider, à s'orienter sur les événements. Oui, donc, tout ça peut être rassurant. Oui. Voilà, c'est un cheminement qui est rassurant aussi. Hein. On n'a pas l'impression de Au-delà de ça, il y a plein de dispositifs qui existent. Donc, on travaille, on a créé un pack d'accessibilité universelle pour les événements. On est 4 acteurs qui avons mutualisé nos solutions, nos compétences, aussi au niveau de la ressource humaine. Hein, voilà. Et qui sont ces acteurs? On va les citer, peut-être, s'ils nous regardent. Alors, les acteurs, il y a 2 associations, l'AMIET et AMAC, et 2 structures, 2 entreprises de l'ESS, donc Inclusive Events et PEPS. Et en parlant de PEPS, donc, par exemple, elles ont développé une application qui permet de communiquer avec les personnes qui ne verbalisent pas, qui ne savent pas parler français. Donc, pareil, ça sert aux personnes avec des handicaps mentaux, mais également les personnes allophones. Voilà, donc les personnes qui n'arrivent pas à parler français, qui n'arrivent pas à communiquer facilement. Donc, c'est avec des photos, des pictos qui créent des phrases, en fait, pour communiquer et pour indiquer un emplacement sur un événement, par exemple. D'accord. Voilà. C'est l'appli, elle s'appelle comment? L'appli, elle s'appelle Comme nous. L'application Comme nous, comme COM, apostrophe, et plus loin nous. NOUS. Voilà. Comme nous, si vous voulez aller voir et tester vous-même cette appli développée par PEPS. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme levier? Alors, nous, en fait, on offre un panel de solutions très large. Ça va du diagnostic, de l'accompagnement des organisateurs que Inclusive Events fait. Ça va sur la formation, chose très importante des organisateurs pour les sensibiliser à l'importance de cette accessibilité, formation des bénévoles, des salariés, des régisseurs, un point important aussi pour une réflexion en amont de l'implantation d'un site, par exemple, en tenant compte de l'accessibilité, pour faciliter l'accessibilité et réduire les coûts des fois aussi, et également du matériel. Donc, le cheminement, l'application Comme nous, des gilets vibrants, planchers vibrants. Des gilets vibrants? Alors, les gilets vibrants et les planchers vibrants… On peut en parler peut-être quand même, parce que ça reste pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser et qui n'ont pas besoin, en fait, hein, tout simplement, d'utiliser des outils d'accessibilité. Ça reste encore relativement inconnu, un peu flou. Alors, gilets vibrants, qu'est-ce que c'est? Les gilets vibrants, en fait, c'est pour les personnes, ça a été créé pour les personnes sourdes et malentendantes dans un premier temps.
Par contre, on s'est aperçu que même pour les personnes autistes, ça permet en fait de sécuriser un petit peu. Et donc, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites autour de ça. Donc, ça va au-delà des personnes malentendantes et sourdes. Et en fait, il faut se dire qu'en fait, les personnes sourdes ressentent la musique par vibration. Donc, c'est comme ça qu'elles profitent d'un spectacle, d'un concert, tout ce qui est sonore. Donc on est plutôt dans l'événementiel culturel, musical en tout cas. Tout à fait. Pour les gilets. Tout à fait. Et donc, voilà, donc ça, c'est les différents dispositifs. J'ai oublié de parler aussi des services qu'on propose, notamment l'Handi Accueil avec l'intermédiation langue des signes, des bars inclusifs avec également langue des signes, avec des personnes qui signent. Ça permet de sensibiliser aussi les personnes entendantes. Voilà, tout comme les gilets vibrants et les planchers vibrants aussi. Hein. C'est un moyen de sensibiliser aussi les personnes entendantes. Donc, et pour les bars, on utilise aussi l'application Comme Nous, par exemple. Comment tu mets à disposition les gilets vibrants, par exemple? C'est quoi? Ce sont les salles de concert qui ont ce matériel à disposition et qui le proposent aux personnes malentendantes ou sourdes à l'entrée? Comment ça se mène? Dès qu'une musique est amplifiée, on peut utiliser donc les gilets vibrants. En effet, il y a des salles ils retranscrivent les sons, les vibrations de la musique, hein, c'est ça. Avec des fréquences assez larges. Hein. Plus ça va, plus les gilets vibrants évoluent avec des fréquences, un panel de fréquences de plus en plus large et avec une définition des vibrations beaucoup plus fines. Et donc, ça peut être dans les salles. Donc, il y a plusieurs salles qui le font à Paris, à Dijon et dans l'événementiel. Nous, en effet, on est plus dans l'événementiel. Donc, il y a Jazz à Vienne, le Hellfest. On a fait des tests aussi avec le Vieux Festival à Dijon, Musilac, avec l'association Zicomatique qui prête leurs gilets vibrants. Et là, pour la Fête des Lumières, on les utilise pour rendre accessible une des illuminations sur la colline de Fourvière. Et donc, je pense qu'on est les seuls à avoir mis ça en place. On l'a déjà fait l'année dernière pour la Fête des Lumières, Place des Terreaux, et également dans le cadre de la capitale française et de la culture à Villeurbanne pour la clôture. Et en fait, on rend une illumination sans lumière de manière globale, accessible de manière globale. C'est-à-dire qu'on réserve un emplacement pour les personnes à mobilité réduite, les personnes qui sont fatigables, voilà, qui ont cette zone réservée. Âgées, voilà, les personnes âgées, vulnérabilité. Voilà, pas dans la foule. On a les gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes, et également on fait une audio-description pour les personnes aveugles et malvoyantes. Combien ça coûte ce matériel? Le gilet vibrant, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer, tu disais, il y a quelques salles à Paris, un peu à Lyon, et sur les événements, toi, tu essaies d'en amener, mais pour un organisateur d'événements aujourd'hui, combien ça coûte? Comment on peut financer ce genre de produit? Est-ce que c'est produit en France aussi? Alors, c'est produit en France, hein, c'est la société Timpi. Et Vougeur, maintenant, ils sont associés aussi pour avoir un gilet vibrant vraiment le plus complet possible. Il y a une société qui est en train de se mettre en place aussi un gilet vibrant avec l'intelligence artificielle, qui est beaucoup plus fin. On l'a testé à Wheel of Green notamment, vraiment très très bien aussi. Le festival Wheel of Green cette année? Oui, le festival Wheel of Green à Paris. Alors, au niveau des tarifs, pour 5 gilets vibrants, il me semble que ça tourne autour de 10 000 €. Hein, en gros. Donc, il faut pouvoir le réutiliser. C'est aussi un investissement sur du long terme. Voilà. Alors là, les acteurs qui l'achètent, ils l'utilisent et mutualisent aussi en prêt, type Jazz à Vienne. Hein, souvent, on a utilisé ceux de Jazz à Vienne. La salle à Dijon, le Phare, je crois, il me semble, la salle, nous les a prêtés pour le V-Festival. Voilà, l'idée, c'est de mutualiser aussi. C'est un des axes aussi qu'on a pour réduire les coûts des événements. Et si on ne l'utilise pas, autant que ça serve aux autres. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est vraiment un matériel qui plaît vraiment aux personnes sourdes. Ça fait venir ce public-là
qui souvent ne vient pas sur des concerts type Jazz à Vienne, parce que c'est du jazz. Eux, ils sont beaucoup plus sur la techno, voilà, des sons où il y a beaucoup de basses. Et ça fait venir sur d'autres types de musique. Sur d'autres types de musique et d'événements. Une question de Thomas sur le chat, sur ce matériel. Alors, le co-mobility notamment que tu nous as présenté tout à l'heure, est-ce que tu produis et tu développes ce matériel en propre? Est-ce que c'est en franchise? Tu as un partenariat? Aujourd'hui, comment ça se passe? Comment tu imagines aussi son déploiement? Parce que le secteur événementiel, c'est plusieurs centaines de milliers d'événements chaque année. Il y a un boulevard pour toi, c'est ce que nous dit Thomas dans les commentaires. Il y a un boulevard tant le chemin est long. Comment tu vois le développement, toi? Alors pour l'instant, donc on travaille avec une entreprise de production qui est spécialisée dans la matière qui est en polyuréthane, qui s'appelle PIM, à côté de Lyon, à Pusignan. Donc, moi, j'aime travailler local. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler local. Donc, pour l'instant, j'ai produit 200 mètres. Donc, je démarre, c'est une activité qui démarre en location. Ça peut être en vente aussi. Pour l'instant, vu que ça démarre, voilà, il y a peu de personnes, en tout cas, qui l'ont acheté. Mais en tout cas, en location, ça commence vraiment à bien marcher. Et ça vient au-delà de l'événementiel, en fait. Ça va aussi, ça peut être utilisé sur une saison touristique pour quand on est de travaux. Voilà, c'est l'idée. Moi, au début, j'ai commencé par l'événementiel, c'était mon axe. Et en fait, en réfléchissant, ça va bien au-delà. Et en effet, il y a un potentiel énorme. Voilà, maintenant, c'est se faire connaître, c'est vraiment développer le produit, en produire d'autres. Voilà, donc c'est en cours. Voilà. Parce que finalement, vous n'êtes pas très nombreux, les acteurs de l'accessibilité en France. Là, tu nous as cité quatre structures. Vous travaillez ensemble sur le développement de ce pack accessibilité, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de structures qui puissent porter aujourd'hui de l'innovation sur ces sujets d'accessibilité. Je me trompe? Oui, malheureusement, ouais, en effet. Alors, il y a des acteurs qui existent, qui proposent des choses. Il y a TCAP à Nantes, par exemple. Il y a deux acteurs qui ont du matériel qu'ils louent, qu'ils achètent. En tant qu'innovation, je pense qu'on est l'une des rares structures à le faire, en tout cas le collectif, entre le cheminement, les plans tactiles, parce qu'on a un petit Fab Lab à la Miette. Donc, on essaie d'innover au fur et à mesure et et de penser aussi de manière large. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas seulement pour les personnes à mobilité réduite, on travaille aussi pour les personnes en situation de handicap de manière large, c'est-à-dire les personnes autistes, les personnes avec handicap mental, les personnes avec handicap invisible, et cela avec des partenariats. D'autres partenariats, donc il y a les 4 partenaires de base, et on développe d'autres partenariats avec d'autres sociétés qui répondent à des besoins que nous, on ne peut pas apporter. Donc l'idée, c'est d'avoir un pack avec un potentiel de solutions qui a un grand panel pour toutes les personnes en situation de handicap. Alors, je ne sais pas, je ne te vois plus. Est-ce que c'est normal? Je crois que j'ai été déconnectée, que ma caméra a été déconnectée. Rui, est-ce que tu m'entends toujours? Je t'entends toujours. Voilà, bon, petit souci technique avec la caméra, mais on va s'entendre, ce qui est déjà important. J'aurais une autre question. On va arriver au bout de ce rendez-vous. Il est déjà 13h25. Ça passe vite. Une autre. Oui, ça passe très vite. Quels sont les freins que tu rencontres, les freins des entrepreneurs, des entreprises? Qu'est-ce qui les retient encore de créer vraiment de l'accessibilité? Je pense des fois, les personnes ne se rendent pas compte en fait de l'importance. Je pense que c'est surtout ça. Elles ne sont pas forcément concernées. Souvent, on me dit oui, mais bon, voilà, ça touche un public restreint. Alors, c'est pour ça que je dis que ça va bien plus loin. Et je pense qu'il faut changer de paradigme
Et moi, j'ai bien aimé, en fait, il y a un philosophe, Raphaël Enthoven, qui disait qu'il faut que ça serve de norme à ceux qui ne se sont pas concernés, en fait. Comme l'écologie, en fait, il faut qu'il y ait deux boussoles, l'écologie et l'activité, le handicap, qui permettraient à une société de marcher sur les deux jambes, sur leurs deux jambes, en fait. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ce sont des freins donc, intellectuels, on va dire, de repères, de méconnaissance et également voilà, d'investissement aussi, il ne faut pas le nier. Mais je pense, des fois, je leur dis, des fois, ce n'est pas grand-chose à mettre en place. Il y a du service aussi qu'on peut mettre en place avec des bénévoles, par exemple. Ça, c'est notre plus-value aussi d'apporter ces éléments et leur montrer que par des choses simples, des fois, on peut faire beaucoup de choses. Et est-ce que, je vois par exemple aujourd'hui, il y a quand même une grosse démarche dans l'événementiel pour plus d'éco-responsabilité, par exemple. Est-ce que ça va de pair? Est-ce que tu sens que dans la stratégie des organisateurs d'événements, il y a quand même ce lien entre je veux être éco-responsable, donc, et je veux être plus accessible, plus inclusif? Est-ce que tu sens que ces deux sujets vont de pair? Bien sûr, ouais, de toute façon, les deux rentrent dans une politique RSE de manière générale. Donc, ça fait partie de cette dynamique-là. Et souvent, les personnes en charge de l'éco-responsabilité, c'est celles qui s'occupent aussi de l'activité au niveau de l'événementiel. Et il y a aussi la norme ISO 20121 de l'événementiel qui prend en compte ces deux aspects. Donc, il y a vraiment un lien étroit quand même. Et comme je disais, voilà, par rapport au philosophe Raphaël Enthoven qui disait que c'était voilà, les deux axes d'une société qui marche sur leurs deux jambes. D'accord. J'ai un commentaire de Christelle, tu peux peut-être prendre note dès maintenant, Rui. Christelle nous dit au Québec, on a une entreprise qui est semblable, qui s'appelle IDEAUX, IDEAUX. Et tu le trouves sur ideo.ca. Voilà sa remarque. Bon, j'ai eu une déconnexion de caméra, donc je ne vais pas pouvoir revenir visuellement, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour des sujets en 30 minutes. C'est plutôt bien. Si vous qui nous écoutez, vous avez envie de poursuivre cet échange, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir. Je vous rappelle que cette émission était réalisée en live sur LinkedIn, mais si vous avez loupé le début, si vous voulez réécouter, si vous voulez partager avec vos amis, elle sera disponible en podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez bien, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast, et en replay bien sûr. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez visionner aussi les précédents épisodes. On a parlé du Festival des Nuits Sonores et de l'évolution de la gouvernance. On a parlé des RSE avec les World Skills France. On a parlé d'intelligence artificielle, de métaverse dans l'événementiel. Donc, vous pourrez revoir tout ça. Jour J reviendra bientôt avec un nouvel invité. Pour rester informé de la date du prochain live, eh bien, pensez à suivre la page LinkedIn de Jour J, bien entendu. Je remercie les équipes de l'agence digitale Bison qui ne sont pas du tout responsables de ma déconnexion de caméra, je tiens à le dire. Et puis, je termine juste en vous disant que Jour J, c'est aujourd'hui un live, mais on a le projet de réaliser bientôt des rendez-vous au cœur des événements pour nous réunir tous ensemble en grand format digital et plancher un peu sur toutes les réponses à apporter aux nouveaux défis de l'événementiel. On a présenté ce projet au concours de la nuit de l'événementiel qui aura lieu le 11 décembre prochain à Lyon. Je pitch dans 2 jours, là, jeudi, pour faire découvrir ce projet. Faites des vœux pour nous, souhaitez-nous bonne chance pour qu'on puisse participer à ce concours de la nuit de l'événementiel. On vous racontera bien sûr tout ça très vite sur la page LinkedIn de Jour J. Merci beaucoup, Rui. Merci. Et à bientôt tout le monde. Merci à vous tous pour vos remarques, questions également. À très bientôt. Merci. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.